va. Première question. Oui. Non. Alors, première question. Approchez-vous, les mecs. Je travaille dans l'imitation. Je me rends dans 1 heure faire l'imitation. J'ai commencé comme toi tout petit. Ah ouais? Devant 400 personnes. Oui, je travaille avec un orchestre aussi. Alors, à quel âge tu as commencé à imiter les Creole King Orchestra? J'ai commencé à imiter en 1900 et quelques, je sais plus. Non, je faisais une imitation ou deux quand j'avais 12 ans, mais j'ai laissé tomber. Et puis ça m'a repris quand j'avais 18 ans, 18-19 ans. J'ai fait la radio crochet à Brive-la-Gaillarde sur la guerre là-bas. Tu l'as gagné? Non, j'étais hors concours. Quelle est la première personne que vous avez que vous avez imitée? C'est, je crois que c'est Bourvil. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Bourvil. Non, enfin à 12 ans, c'était Adamo. Je me souviens, j'étais fou d'Adamo à l'époque. Mais après ça a été Bourvil. La radio crochet c'était avec Bourvil. Tes sketchs, tu les écris toi-même ou on te les écrit? Ah non, je les écris. Je les signe Patrick Bouteau, parce qu'à la SACEM, ils n'ont pas voulu mon pseudonyme. Ce qui m'a permis de recevoir une lettre absolument merveilleuse. Ce qui prouve que les gens manquent pas de culot. Il y a un mec qui m'a écrit: Monsieur Patrick Sébastien, je suis un ami intime de Patrick Bouteau. Je le connais bien, il écrit les textes pour vous, alors si vous pouvez m'aider. Et ça, c'est vrai, hein. Je te jure que c'est vrai. Est-ce qu'imiter des gens disparus, ça pose des problèmes au niveau des autorisations? Ben, ça pose moins de problèmes que d'imiter les gens qui vont disparaître. Parce que si les gens où ils disparaissent, t'es emmerdé quand même. C'est vrai. Non, imiter les gens disparus, au contraire, c'est bien, moi je trouve. Et tu n'as jamais eu de problème avec des vedettes, avec des gens du showbiz qui Pourquoi des gens du showbiz? Des hommes politiques, tu veux dire? Non, dans le showbiz. Non, dans le showbiz, non, des petits trucs, bon, des mecs qui si tu vois, à la limite, j'ai plus de problèmes avec les mecs que j'imite pas. Parce que quand je fais une première d'une année sur l'autre, tu vois, si le mec il est dans la salle, il fait un peu la gueule. Si c'est que je l'ai imité deux ans avant et que je l'imite plus, il dit c'est que je suis plus là. Il y a des chanteurs que tu ne peux pas imiter. Ah ouais, bien sûr. Lesquels? Mais tu sais, t'as une tessiture de voix qui te permet d'imiter certains mecs et puis pas d'autres. Puis comme moi, de toute façon, je prends l'imitation. L'imitation en tout, c'est un spectacle. Je veux dire, entre les imitations que tu peux faire, toi, ou que moi je faisais à l'époque, quand je faisais les radios crochets, etc., et monter un spectacle d'1 heure et quart, qui ait du rythme, qui fasse venir les gens, parce que la salle est pleine, bon, ben, tu les fais pas venir par hasard, les gens. C'est quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que j'en arrive même à la limite à finir mon spectacle sans imitation. Je fais un texte que je fais sans imitation, qui est pas drôle en plus, alors que les gens viennent pour entendre des imitations et pour rire. Alors pour les amener à ça, il faut que tu travailles, il faut que tu bosses beaucoup. C'est pour ça que je prends les premières parties, parce que moi j'ai un grand coup de chapeau à donner aux mecs qui m'ont pris en première partie dans le temps, et c'est lamentable qu'il n'y ait plus personne qui prenne la première partie. Oui, ben moi justement, je vais parler des premières parties. Le 30 novembre 82, ouais. Tu es passé à l'Olympia, mais tu n'étais pas tout seul, tu avais donc Pierre Bachelet, un de tes copains. J'avais Bachelet, j'avais un mec qui s'appelle De Genève, qui est Michel de Genève, qui est un ventriloque fabuleux, que je suis allé chercher dans un cabaret parce que les mecs se bougent pas le cul pour aller les chercher, que j'ai forcé à faire de la télévision parce qu'il voulait pas en faire. Il y avait Michel de Genève, il y avait Philippe Castelli qui présentait, il y avait qui est-ce qu'il y avait encore? Il y avait un numéro d'Otari fabuleux, un mec qui a fait le tour du monde, et il y avait donc Bachelet. Ouais, donc Philippe tout à l'heure, pardon, m'a dit que c'était donc un de tes copains, je m'en doutais. Ouais. Alors parle-nous un petit peu de ce qui s'est passé un certain jour dans la classe de 5e du lycée d'Orsanval en Corrèze, où tu avais été invité tout un après-midi pour jouer le prof. Tu t'en rappelles? C'est vrai ça. Le lycée d'Orsanval, ça s'est passé le jour où je suis passé à Brive. Ben, c'était bien parce que moi j'étais au contact des mômes qui m'ont posé des questions sur mon métier, et puis ça m'a fait revenir un petit peu en arrière. Ça m'a prouvé que d'abord les mômes n'avaient pas évolué beaucoup par rapport à ce qu'on était nous. C'est ton ancien bahut, non? Je veux dire, à la limite, les mômes sont désabusés. C'est un petit peu la tendance générale en ce moment, ce qui fait aussi peut-être que les salles sont pleines pour les gens qui font rire. Parce que quand tu parles avec eux, tu te demandes à quoi ils peuvent se raccrocher, tu vois. Les retrouvailles de Funès-Bourvil. Bon, un super sketch. Ça, je l'explique sur scène. J'explique. Et combien de temps de préparation? C'est un sketch que j'ai écrit. Moi, je voulais faire depuis longtemps. Je l'ai écrit il y a plus d'1 an. J'ai commencé à le faire. Il faisait 6 minutes. Maintenant, il fait un quart d'heure. Parce que je charge, je m'amuse et tout, tous les soirs. Est-ce qu'avant de mettre un sketch sur scène, tu le présentes à celui que tu imites? Non, t'es fou. Oh, non, je vais pas aller présenter l'école des Fanés, machin. Je vais me faire tirer dessus, moi, à Marseille. Pourquoi? Parce que... Je trouve ça plutôt marrant, moi. Ouais. Quand tu agis avec des gens qui ont de l'humour, ouais, mais autrement, c'est difficile. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'humour, donc? Ils en ont pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça dépend des hommes politiques, ça dépend des mecs. Chirac a eu beaucoup d'humour, ça m'a surpris d'ailleurs, parce qu'il rigole pas beaucoup. Parce que j'avais fait une affiche dans Paris où j'avais le crâne chaud avec la boîte à outils, etc. Et là, il y avait deux solutions. On mettait l'affiche sur les murs, au risque de se la faire descendre, ou on allait dire à Chirac, écoutez, voilà, on a fait cette affiche, est-ce que vous voulez qu'on la fasse? Et moi, je trouvais plus élégant d'aller le voir et de lui demander son avis. Et là, il a eu une réaction fabuleuse. C'est-à-dire qu'il nous a dit,
c'est bien. Il n'y a qu'une chose qui ne va pas, j'ai pas assez de cheveux. Il n'a rien à secouer d'être à poil sur une affiche. Ce qu'il voulait, c'est, tu vois, et sur l'affiche, tu regardes bien l'affiche, il y a une démarcation, on a peint des cheveux. On a fait 2 cm de cheveux en plus, coquet. Moi, je trouve ça marrant, tu vois. Ça prouve que le mec a de l'humour. Quoi qu'à la limite, dans sa tête, à lui, c'est un petit peu calculé, parce qu'il vaut quand même mieux le représenter avec une boîte à outils qu'avec un smoking. Ou avec une petite mèche, là. Machin. Avant d'être Patrick Sébastien de l'imitation, bon, le roi de l'imitation, on en parlait. Oui, non, c'est vrai. On n'a pas d'autre. Tu as dû venir certainement en Creuse pour des raisons de rugby. Ouais, Guéret, oh là là. Guéret, ouais, j'ai joué souvent à Guéret. J'ai joué avec des mecs de là-bas. J'ai joué avec Manzoni, qui jouait à l'époque à Guéret. Avec Dupin, je crois. Il y a un mec qui s'appelait Dupin. Exact, Dupin. Dupin, il y avait Olé qui jouait à l'époque, qui est parti à Pau après. J'ai fait plein de matchs, moi, en junior, en cadet à Guéret, les verts et noirs, je m'en rappelle. Hein. C'est verts et noirs, hein, c'est ça. Hein. Dans la salle. Ah ouais. Mais tu sais que, en plus, les terrains de Guéret, tu sais, en plein hiver, comme c'est agréable de jouer. Pas sur le grand terrain, sur l'autre. J'avais fait un lever de rideau, je me souviens d'un quart de finale de deuxième division Bourgoin contre je sais plus qui, contre Guéret, peut-être, je sais plus, il y a longtemps. Tu as joué combien de temps au rugby et tu jouais quelle place? Je jouais 3e ligne. Mon plus triste souvenir, c'est à Limoges. Ah tiens. Parce que j'ai fini à l'hosto, j'ai fait 1 heure de coma, j'ai pris un coup de pied dans la tête, c'est l'hostel à côté là. Et j'ai quand même, si tu veux, Limoges, c'est quand même beaucoup de choses pour moi, parce que j'ai fait mes études ici, j'étais en fac ici, j'étais en fac de lettres ici, et à la limite, mon métier est un petit peu parti de là, parce qu'un jour, je suis arrivé dans cette gare, il faisait froid, il faisait gris, et puis il y avait les tramways et tout, il fallait troller, et j'ai dit, j'en ai plein le cul, j'arrête, je peux plus, parce que c'est pas possible. Parce que si vous avez envie de bien manger un jour, il faut aller bouffer au Resto U à Limoges. C'est quelque chose. Hein. C'est marrant parce que politiquement, j'ai retrouvé des profs qui étaient députés à droite à gauche. J'ai eu Madame Constant comme prof de français. J'avais comme prof de lettres à l'époque. Elle est députée communiste. C'est ça. Monsieur Cassin, qui est professeur, qui est député de Brive, qui était mon prof de lettres aussi, ici. Là. Quant aux soirées avec les étudiants en médecine ici, ça a été grave. Oh là là. Je crois que ça va casser ma vocation. Est-ce que dans toutes tes tournées, il y en a une qui te reste particulièrement, ou un souvenir d'enfance, une imitation qui t'a marqué? Ça, tu verras sur scène, parce que sur scène, je parle que de l'enfance, justement. C'est là où je reproche un petit peu aux gens, enfin, je le reproche, chacun sa vie, hein, mais de se prendre beaucoup trop vite au sérieux et puis de devenir beaucoup trop adulte. Ce métier-là, tu vois, ça me fait vachement plaisir qu'il y ait du monde, parce que nous, l'équipe qu'on est, on le fait vraiment pour que les gens passent 2 heures bien. Tu me diras, on prend du blé, on prend du pognon, les organisateurs en prennent, les musiciens en prennent, tout le monde gagne de l'argent, tout le monde est content. Si les gens à la sortie du gala sont contents, on veut que ça dure le plus possible. Ce qui me fait un peu chier, c'est les médias, certaines médias, c'est-à-dire, on dit certains ou certaines, je sais plus, je suis en face du latin. Ça va être neutre à mon avis. Certains médias font beaucoup de tort à notre métier. Il n'y a qu'à force de cracher au nom de la culture, et j'en parle sur scène, à force de cracher sur ce qui était la détente, sur ce qui était des chansons gays. Si tu veux, la seule chanson gay qui a eu l'été dernier, c'est Les Bambous. C'est la seule chanson où tu te prenais pas la tête entre les mains. Puis c'est Il est cocotier. Bachelet est mon copain, mais c'est symptomatique quand même que les corons soient le tube de l'été. Les gens qui vont danser sur la misère des gens du Nord. Je veux dire, c'est bien, c'est une belle chanson, c'est tout ce que tu voudras, c'est social. Mais en 73, je vais te dire, moi j'avais 20 balais, j'étais dans le coin, j'allais dans les baloches du coin. Et puis, c'est vrai que c'était du Ringo, je suis le premier à m'en moquer, c'était C. Jérôme, c'est n'importe quoi, mais les gens, ils avaient la banane jusque-là. Alors maintenant, tu te trouves avec des jeunes qui te disent sans arrêt, on communique avec personne, on est triste, personne ne nous aime, personne ne nous parle, et on te bourre la tête avec des trucs qui sont tristes. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut faire un petit peu d'humour, il se fait taper sur la tête, parce que c'est soi-disant pas de l'humour de qualité, alors que le rire, c'est quand même une chose qui se réfléchit pas. Tu ris ou tu ris pas. Moi, le rire, ça part tout seul, moi, De Funès me fait rire. Tu sais, j'ai eu le pot, j'en parle sur scène. J'ai discuté avec De Funès 1 mois avant que... C'est la première fois que je le voyais, on voit 1 mois avant qu'il meure. Il est venu me voir à l'Olympia. Je ne dis pas comment j'étais en plus. De Funès qui venait me voir, j'étais dans les petits souliers, d'abord à 8e rang, qui se regardait comme ça. Et il m'a dit, il faut faire rire et tout. Il me dit les critiques, ce que j'ai pris dans la gueule. C'est pas possible. Mais faire rire les gens, c'est fabuleux. Et le lendemain, j'ai fait une émission de radio avec lui, où justement, il y avait des critiques qui étaient là. Et De Funès a dit cette chose, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont entendu. Il disait, mais vous vous rendez compte le métier que vous faites? Un petit garçon, quand on lui dit plus tard, qu'est-ce que tu vas faire? Le monde ne se vient jamais à l'idée de dire, je vais être critique, je vais critiquer. Tu sais comment il dit? Je vais critiquer tout, je vais critiquer tout. Et là, il y avait un critique qui lui disait, mais
vos critiques, c'est quoi? Ben, il disait, les critiques de gauche, ils me démolissent de toute façon. Les critiques de droite sont pas très gentils avec moi. Et El Kabbach lui a dit, qu'est-ce qu'il vous reste? Et de finesse, il a dit le public. Là, tu vois. Alors, tu peux pas lutter, là. Un Patrick Sébastien qui fait rire. Et puis moi, Pas seulement. j'ai vu un Patrick Sébastien qui m'a fait sourire à travers un livre. Oh, ça, c'est un pari, ça. Non, mais c'est un pari qui n'est pas stupide. Si, c'est stupide parce que la maison d'édition a fait faillite. Mais le livre est bon. Ben, le livre me fait... Non, le livre, je vais t'expliquer comment je l'ai fait. C'est-à-dire, j'avais beaucoup d'activités à l'époque. J'étais à la radio, je faisais des galas, je partais à droite à gauche, et j'ai fait le pari d'écrire un livre, d'écrire 200 pages en 15 jours. C'est complètement dingue, tu vois. Mais c'était pour le pari, pour avoir le truc dans ma bibliothèque. Et c'est là-dessus qu'on l'a fait. Tout à l'heure, j'ai demandé à Philippe quel conseil il donnerait à un jeune qui voudrait débuter. Et il m'a dit qu'il n'en avait aucun. Et toi? Qu'il attende un peu que ça pète. Qu'il attende un peu que ça pète, tu vois, au niveau de ce qui se passe en ce moment. Parce que, pour l'instant, le mec, il va être brimé. Moi, j'ai eu la chance de monter en 74, on m'a laissé faire ce que je voulais. Et je te jure, je viens d'un milieu qui n'est pas un milieu doré. Les gens qui me connaissent sur la région, sur Brive, savent que mon père, il était ouvrier, ma mère aussi. Et je suis pas né à droite, hein, mais je suis devenu à droite. Parce que j'ai eu le pot, moi, il y a 7 ans, qu'on ne me mette pas un bâton dans les roues. C'est-à-dire que je suis monté de Brive. Je suis un pauvre mec qui monte de Brive. Tu sais ce que c'est? La Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne pour les gens de Paris. Je vais pas te faire un dessin. Quand on veut prendre des attardés, on dit la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne. Tu sais. Loir-et-Cher aussi. Et alors, quand je suis arrivé à Paris, ben, j'avais rien du tout. Je connaissais personne, j'avais pas de piston, j'avais rien. Et j'y suis arrivé quand même. Chose que je me demande si quelqu'un qui monte maintenant peut y arriver aussi facilement. Puis tu as plein de désillusions après, tu as plein. La seule chose qui te reste, c'est de te dire, bah, je vais monter sur une scène tout à l'heure, je vais faire 1h15, et pendant 1h15, je vais être vachement bien. Parce que si les gens sont gentils, je vais les faire rire, je vais me faire plaisir à moi, et point. Tout ce qui est autour, ça commence à me prendre, et j'ai envie de continuer, tu vois, à faire ce boulot, mais il y a des moments où vraiment, devant l'intransigeance des gens qui commandent, qui font pas un cadeau. Il n'y a pas un cadeau, il n'y a pas une bonne nouvelle qui est arrivée ces derniers temps. Pas une bonne nouvelle, on n'a pas fait des cadeaux aux gens pour essayer de les rendre heureux. On leur file que des claques dans la gueule, des claques dans la gueule et des claques dans la gueule. Putain. Tu as commencé au début, mais tu as dû faire des cadeaux. C'est-à-dire toi-même. Tu t'es produit en cadeau. Ah non, je me suis produit, moi. J'ai fait les cabarets. Quand je faisais mes cabarets, je ne me produisais pas en cadeau. Je faisais les cabarets parce que c'est l'école et parce que je savais qu'il fallait que j'en chie au départ. Avant le cabaret, est-ce que tu n'as pas fait des spectacles locaux Ah si, des petits trucs, ouais, des machins comme ça, des baloches avec un disque derrière. Ouais, mais ça c'était marrant, c'était pendant. Tu as fait cadeau de ta personne pour commencer à verser? Ah ben bien sûr, de toute façon tu n'y arrives pas autrement. Se dire, si tu t'imagines, ça va te tomber comme ça sur la tête. Et puis en plus, moi j'ai eu du bol. J'ai vraiment eu de la chance d'y arriver. Parce qu'il y a des mecs qui rament pendant des années. Coluche, il a ramé pendant 8 ans dans un cabaret, en faisant le même sketch, en faisant l'histoire d'un mec, et on a mis 8 ans pour le trouver. Alors maintenant, quand les mecs viennent le faire chier, moi j'ai dit que c'est pas normal. Parce qu'il en a chié pour y arriver. Et même si maintenant il a son appartement, s'il a sa maison à Martinique, s'il a sa Mercedes, eh ben il l'a mérité, il s'est battu pour ça. Puis c'est pas, on n'a pas poussé les gens avec des fusils dans le dos pour venir le voir ou pour acheter ses disques. D'accord. Alors il récolte tout ce qu'il a semé pendant des années. Bon, moi, ma dernière question, ça sera pour tes jeunes fans, comme pour Philippe. Est-ce que tu as en tête l'adresse de ton fan club? J'ai pas de fan club. Ah, tu n'as pas de fan club? Non, non. Au dos de mes disques, ils mettent un truc. Je veux dire, un fan club, c'est un truc organisé où il faut envoyer des. C'est pas mon truc, ça. Je suis pas. Il y a des choses qui font 10 fois plus plaisir que de recevoir une lettre où on me demande un autographe, tu vois. C'est vrai que c'est important, c'est bien, et puis parce que l'autographe que tu vas donner, ça peut faire vachement plaisir à quelqu'un. Moi, je t'en parle en ayant été de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire en ayant regardé Johnny Hallyday avec des yeux comme ça, en me disant, ah, Johnny, pourvu que je le vois, mais 30 secondes, c'est fabuleux, ça. Quant à faire un fan club, j'ai pas vraiment envie, ça me branche pas. Si les gens aiment bien, bon, ben, ils viennent dans les galas. Oui, moi, Sébastien, je désirais le voir, puis ça fait 20 minutes que je suis avec et j'ai mon pouls qui va à 120. Hein. Oh, Au moins. Faut pas, tu sais, c'est vachement simple. Ce truc-là, je suis un mec de Brive, tu comprends, je suis un rugbyman de Brive. Et en plus, bon, je suis arrivé à passer à la télé, je suis arrivé à faire mes trucs, mais tout ce que je veux arriver à faire, c'est filer aux gens dans une soirée, leur filer 1h30 ou 2 heures avec la première partie de détente, de bien-être et tout, et me faire rémunérer en conséquence, parce que c'est un moyen de gagner de l'argent, parce que c'est un moyen d'être bien et que les gens soient contents. Tu sais, quand ils font un plein pour 80 balles, hein, puis là, ils ont un spectacle de 2 heures pour 80 balles, ça se vaut sur les kilomètres.
Je trouve, je sais pas. Je te remercie de cette interview, puis bonne chance, et puis bon courage pour ce spectacle. J'espère que ça va aller. Au nom de Radio Porcelaine, merci aussi. Mais je vous en prie. Je vais juste avoir un truc, tu vas me dire, je donne rendez-vous aux auditeurs Non. de Radio Lacreuse. Non, non. Non. Tout à l'heure, à 16h. Non, non. Non. Je fais jamais ça. Ah bon? Parce que j'ai pas envie. J'aime bien faire des interviews, tu vois. Parce que Sardou nous l'a fait, la ville nous l'a fait, et je fais la même émission avec la ville sur toi. C'est-à-dire que je fais la première partie de la ville, la deuxième, et bon, on a une émission Carrefour des Trois Routes, et où on passe à chaque fois qu'on a la C'est quoi, chance. ça? C'est une émission, bon, bah, on va diffuser Qu'est-ce qui se passe à 6h, l'émission que j'ai écoutée? Je trouve une parade. Chez nous? Non, c'était chez eux. Les Porcelaines, je l'ai écouté juste après. C'est-à-dire que ça a commencé à décrocher Radio Creuse vers Pierre Buffière, tu vois. Oui, nous on est à côté de Pierre Buffière. Et vous commencez à accrocher à ce moment-là. C'est On net, a- c'est bien, c'est propre. Hein. Porcelaine, Le ouais. problème, c'est qu'on roule, tu vois, et puis au bout de 20 km, blanc, il y a la radio qui s'en va, c'est chiant. Ah non, là, c'est bien. Je suis pas un fan des radios libres quand même. Hein. Pourtant, notre principe est un peu le même. Jonas, il refuse les radios libres. Ah carrément. bon? Pourquoi? Et je vais te dire. Il y a une raison alors. Ouais. Oui, Sardou nous a pris là, et ça s'est très bien passé. Pourquoi alors tu refusais? Mais Enfin, parce que les mecs en ont plein le cul. Parce que tu as dans toutes les villes où on arrive, d'abord on est agressé par des gens qui n'ont aucune pudeur, qui te font chier dès que tu mets le pied en dehors de la voiture, les mecs viennent te demander une interview. Et ce qu'il y a de grave, c'est que si tu leur donnes pas l'interview, les mecs te démolissent derrière. Alors que tu as le droit. il n'y a pas que les radios libres Je qui vais le te dire font. Hein. qu'un mec comme Jonas, qui est un mec qui a énormément de talent, qui est un mec posé, réfléchi, qui est pas un con, qui est un mec gentil, refuse de parler avec les radios libres, je peux te dire que c'est que vraiment, il y a quelque chose qui déconne. Il y a quelque chose qui va pas. Je crois qu'il faut que les radios libres fassent le ménage entre elles. Oui, mais il faut peut-être pas en faire une généralité. Non, justement, j'en fais pas une généralité, je dis que les radios libres devraient faire le ménage. Il y a des radios libres de qualité. Sur 100 radios libres, il y a 20 radios libres de qualité. Et il y a 80% de mecs qui devraient faire de la radio chez eux pour s'écouter parler. Et qui la font pour ça d'ailleurs. Qui la font pour dire qui ont les cousins, les amis qui écoutent. Et je veux dire, c'est pas grave qu'ils en fassent, étant donné que si t'as pas envie d'écouter, t'écoutes autre chose. Mais quand ils commencent à rentrer dans ta vie, à rentrer dans tes chaussettes et dans tes chaussures, là, tu... Ça, c'est un peu la rançon du succès. La rançon, elle a des limites. Tu sais, la rançon du succès. La rançon du succès. La rançon du succès, c'est de signer les autographes quand on t'en demande. Quand tu es dans une cabine téléphonique, que tu téléphones à ta femme, si la rançon du succès, c'est d'avoir 4 personnes derrière toi qui t'écoutent parler à ta femme, j'estime que c'est pas normal. Ça, c'est de l'impudeur. Mais les radios libres, moi j'en ai eu à 4h du matin qui sont venus dans des boîtes pour me demander un interview, et parce que je leur disais non, excusez-moi, j'ai fini mon spectacle, il est 4h du matin, je suis en train de chercher des gonzesses, et les mecs... Non, mais je te jure, les mecs à ce moment-là, les mecs ils te violent. Et si tu veux pas leur répondre, le lendemain, mais quel connard, vous avez vu, c'est un artiste, il a la grosse tête et tout, il a pas voulu nous répondre. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ça devient, il y a des radios libres qui deviennent... Il y a un mec qui va garer sa voiture devant la sortie de ton garage, le lendemain tu prends le micro et tu dis monsieur Dupont qui habite à côté de chez moi, c'est un gros con, sa femme se fait bourrer, etc. etc. Ça devient carrément ça. Je le grossis, mais c'est carrément ça. Et puis je vais te dire en plus, l'imagination de certaines radios libres, je suis monté dans le Nord, je prends les radios libres chaque fois que j'arrive dans une ville, moi, pour écouter un peu, parce qu'il y a des choses intéressantes, tu vois. Je suis monté dans le Nord à 6h du soir, c'est de la part de Louise pour son cousin, sa tante, ses neveux, on va vous passer ça. Et derrière la chanson, tu as de la part d'un tel et d'un tel. Si ça, c'est de la création, j'ai fait de la radio, moi. La radio Porcelaine, nous sommes vraiment une radio libre. Et Tu peux arriver, il y a des choses, il y a des trucs sur les radios libres que tu ne peux pas faire sur des radios normales, qui sont superbes à faire. Il y a des belles choses à faire, il y a des super trucs. Puis il faut de la pub en plus, parce que c'est un cadeau empoisonné, hein. Excusez-moi. Merci en tout cas. Cadeau, hein. tu me permets de prendre En tout cas, Radio Porcelaine, très bien, parce que j'ai écouté, c'était propre, c'était bien fait. Très mal. Je vous ai pas entendu moi, encore. Et je ne peux évidemment pas juger sans avoir entendu. Bonsoir et au nom de Radio Porcelaine, je vous remercie de nous accorder quelques minutes. Hein. On va vite voir le spectacle de Patrick Sébastien. Faites vite parce que c'est génial. C'est génial. Et la radio porcelaine, ça ne casse pas. Hein. Bon. Non, c'est on a trouvé le système incassable. Bon, très bien, Bon. parfait. Ça. Asseyez-vous. Le spectacle, passe en première partie, c'est bien? C'est difficile. En première partie, ça dépend de qui, mais de Patrick Sébastien, c'est génial. C'est génial. Le public de Limoges. Le public de Qui est venu nombreux. Le public de Limoges, écoutez, très honnêtement, je pense que c'est un bon public comme beaucoup de publics en France. Mais là, j'ai un problème d'appréciation personnelle parce que il y a un décalage entre le moment où arrivent les applaudissements et la scène, si vous voulez, qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de gueulante. Mais Alors enfin, qu'en fait, bon. Alors que si vous étiez dans la salle, vous entendriez
Ça applaudit. Alors moi je revendique le droit de pouvoir mettre des micros dans la salle C'est qui renvoient sur scène les applaudissements des gens, comme ça on peut savoir où on en est. Non, Mais cela dit, bon, bah, évidemment, il a été je n'ai très bien, pris hein. ni tomates, ni bouteilles de Oui. bière, et encore Non. moins des choux-fleurs, et des assiettes en porcelaine, ça aurait été plus C'est grave. grave, oui. On n'achète pas comme ça. hein. Non. Non, c'était très bien. Philippe Laville, moi je vous ai connu, pour moi, votre première chanson, c'était Avec les filles. Ouais. Avec les filles. Ouais, Bon. bah, je voulais Ouais. chanter ce soir, hein, je vous signale. Oui, mais Vous étiez moi, pas là. non, on était avec Patrick Sébastien à ce moment-là. Ah ben alors vous auriez... Est-ce que c'était votre première chanson, votre premier disque? C'était mon 3e disque, ou C'est mon déjà le 4e 3e. disque. Et le premier, c'était À la l'époque Califourchon. Non mais vous n'étiez Non. pas né alors. Ah, si. Non, mais alors, Vous on n'étiez n'était pas, pas né. là. Vous n'étiez pas né, donc oubliez ça. ouais. Entre deux, enfin non, là il y a deux succès qui se suivent. Il y a Il tape sur des bambous, il y a Rio. Et avant Il tape sur des bambous, que faisiez-vous? Mais je faisais des disques, mais qui passaient un peu sous silence. Ah bon, vous enregistriez quand même? Ah ben bien sûr, Mm. bien sûr. J'ai fait, je crois qu'en tout j'ai dû faire un peu plus de 20-45 tours et 2 albums. Ah, quand même. Et ça marchait pas. Ben, ça marchait, ça avait des succès d'estime, ça avait des trucs. Mais il faut passer par là, parce que je crois que le succès, tel qu'on on le reçoit maintenant, si j'avais 20 ans, je pense que je serais quelqu'un d'extrêmement insupportable. Ah. Parce que c'est quelque chose de, surtout aujourd'hui où rien n'est facile, et bien moins facile qu'on peut le penser. Je veux dire, c'est facile de dire les chanteurs gagnent plein de fric, ils ont des vies en or, etc. C'est vrai que C'est le côté que l'on voit. c'est vrai qu'aujourd'hui on a un métier privilégié parce qu'effectivement on gagne de l'argent. Quand ça mais marche. si c'est important de gagner de l'argent, alors évidemment on en gagne. Et bon, pour moi c'est important, mais enfin c'est pas ce qu'il y a de primordial. Mais il y a quand même tout un travail de fond qui est fait pendant des années où on rame et on gagne 10 000 balles par an, quoi. Oui, mais ça, le public ne le sait pas systématiquement. Mais il faut Quand pas il voit qu'il le, qu'un à la limite disque- je le dis, mais il faut pas Oui. qu'il le sache parce Il que faut pas ça qu'il enlève compatisse. une partie de rêve, je veux dire. Oui. Et moi je sais que souvent le soir en m'endormant quand je gagnais pas ma vie, enfin je la gagnais très mal, je me disais putain un jour ça va marcher, c'est obligé que ça marche, je me donne trop de mal, j'ai trop de problèmes, trop de mineries, trop de trucs. Et puis il s'avère que la persévérance paye un jour. Mais faut pas nous en vouloir de nous éclater parce que. Non, parce mais je que- crois qu'on ne vous en veut pas. Enfin, je sais il pas y a si... des gens qui sont jaloux quand même. Il y a des gens qui sont jaloux qui disent ouais ben, tout ça c'est des cons, ils vendent du vent, c'est n'importe quoi, c'est machin et puis ça roule dans des belles bagnoles, ils font C'est des une frimeurs, envie, etc. c'est une Non, envie. c'est pas une envie, faut pas être envieux. Faut pas être envieux parce que bon, enfin. Non, mais je bon, crois que les mentalités ont changé. J'ai l'impression que les mentalités ont un petit peu changé. On achète des disques, on aime bien certains chanteurs. Bon, ça marche, c'est bien. On va les voir, on va Je crois que les les chanteurs ont applaudir. changé aussi. Oui, ils ont été obligés de changer. Pas obligé de changer, c'est une question de génération. Mhm. Je crois que maintenant, quand je vous disais tout à l'heure, si j'avais eu 20 ans, j'aurais eu la grosse tête et j'aurais été quelqu'un d'insupportable, c'est certain. Comme on Euh, en a rencontré. Comme maintenant, les gens qui éclatent maintenant ont entre 28 et 35 ans. 35-36 ans, c'est-à-dire qu'ils ont au bas mot 10 ans de métier derrière eux. Ce sont des gens qui savent le mal qu'ils se sont donné pour arriver là où ils en sont. Je veux dire. Donc à partir de ce moment-là, nous on jouit pleinement. Moi je jouis pleinement de Vous mon... savourez. Ah, mais je déguste. Mhm. Je déguste. Le seul truc que j'arrive pas à faire, c'est m'arrêter de fumer. Mais je Oui, pense que enfin, je devrais y arriver. ça viendra un jour, quand la nature fait bien les choses parfois. Ouais. Des noms dans la chanson qui vous plaisent actuellement. Des gens que vous aimez. Oh là là, il y en a plein. Je dirais dans le désordre, Oui, bien sûr. Michel Jonas, bon Jonas. évidemment Johnny Hallyday, parce que maintenant que je fais de la scène, je pige beaucoup mieux ce que l'envergure de cet homme-là. Eddie Mitchell, certaines chansons de Sardou, faut pas, ouais, plein de trucs de Sardou qui me plaisent beaucoup. Il y a des tas de gens que j'aime, des chansons que j'aime. Mais moi je suis assez sensible aux chansons. Mais les hommes, je dirais que dans le désordre, Eddie Mitchell, Jean-Jacques Goldman, Jonas, Souchon, Woolsey, des tas de gens, Claire aussi, certaines chansons de Claire que j'ai aimées passionnément. Il y a des gens comme ça qui apportent, si vous voulez, des espèces de petits flashs dans la vie, et on les reçoit en pleine figure un matin, et puis on se demande pas pourquoi d'ailleurs. Mais nous, vous savez qu'on réagit. Je pense que les artistes réagissent comme les gens du public sur un autre artiste. Moi, à la Oui, les limite, j'aurais pu publics, être groupie de Johnny Hallyday, j'aurais pu être, enfin groupie, non, c'est pas le mot, j'aurais pu être fan de Johnny Hallyday, j'ai été fan de Julien, c'était un de mes amis intimes pendant très longtemps. Je veux dire, on est capable on admire tellement, et on est tellement, à la limite, envieux du talent, j'entends, Oui. que c'est...
quelque chose qui vous attire complètement. On réagit comme des gens du public. Mais il y a des tas d'autres gens que j'adore, moi. Des tas d'autres gens, ça me passe Oui, pas ça par ne la vient tête. pas. Vous tournez pendant combien de temps là? Cette tournée dure jusqu'à. On s'arrête le 10 mai, et puis on reprend le 9 ou le 1er juillet jusqu'au 9 septembre. Toujours avec Patrick Sébastien. Toujours avec Patrick, oui. Euh, On a 70 ou 80 galas à faire. oui. Une préparation de disque, un nouveau disque. Oui. Là, vous avez trouvé un rythme. Bon, il tape sur des bambous. Ensuite, Rio. L'autre phase de Rio, c'est aussi un petit peu, c'est du rythme Latino-américain. latino, voilà, oui. Et prochainement, est-ce que ce sera encore ce genre de rythme ou alors est-ce que vous allez changer, essayer de changer pour voir si. Bon, écoutez, Rio, quand on est arrivé au studio, au départ, c'était une bossa nova. Bon, et puis petit à petit, je me suis rendu compte que je n'aimais pas. Je trouve que les musiques typiques, il faut les laisser aux gens de leur pays. Et il a fallu l'aménager différemment. Moi, j'ai un travail de studio qui est assez long. Je perds beaucoup de temps en studio parce que un petit peu un travail de laborantin, quoi, à la limite. Alors, je ne sais pas. Là, j'ai une mélodie. On va voir j'ai des mélodies. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout dans quel esprit je vais partir. Je n'ai pas du tout envie de faire la même chose que Rio, la même chose que les bambous. J'ai envie de varier. Je suis un chanteur de variété, donc je dois faire des choses variées. Demain matin, j'ai envie de faire un rock and roll, je le ferai. Oui. Est-ce que maintenant on se dit bon, Philippe Laville, bon, vous êtes fait un nom maintenant quand on dit Philippe Laville, c'est tout de suite. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on a vendu beaucoup de disques. Est-ce que ça facilite quand même ça facilitera les prochains disques quand même? Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du public. Pas du tout. Je peux vous donner 1000 exemples de gens qui ont vendu énormément de disques un jour et le lendemain ils en ont vendu 2000. Ça n'a rien à voir. Quand vous touchez les gens, ça veut dire que vous avez eu un coup de peau absolument extraordinaire. Pour faire un disque, il y a une part de travail, il y a une part de talent, il y a une part de chance. Et lorsque tout se mélange, on ne sait pas quelle est la part qui fait que Monsieur Dupont, qui a une fille et qui est paysan ou je veux dire qui habite au fin fond de la Creuse ou au fin fond du Limousin ou au fin fond de la Bretagne, pourquoi est-ce que ce monsieur-là ou cette fille va acheter le disque? On ne sait pas. Donc il n'y a absolument aucune recette. Donc il n'y a pas de recette. Je ne veux surtout pas rentrer dans un système en me disant, puisque j'ai trouvé ça, je vais refaire la même chose. Créneau, Il oui. n'y a pas de créneau. Bon, je sais comment je suis dans la vie. C'est la seule manière pour moi de faire ce métier, c'est de projeter un petit peu ce que je suis dans la vie en le faisant sur scène et dans les disques. Point. Voilà. Les gens achèteront, ils achèteront pas. Je dis pas peu importe parce que c'est quand même très agréable de savoir qu'on a vendu 1,5 million de disques. Je veux dire, c'est une chance inouïe. Un disque d'or, ça vaut rien, ça vaut 200 balles. Mais c'est un ça objet. Représente quelque chose. C'est un objet qui vaut, pour moi, c'est aussi bien que si j'avais gagné Wimbledon en tennis, ou si j'avais gagné la Coupe de France de football. C'est pareil, c'est aussi important. Donc, on peut pas spéculer en disant j'ai fait ça, j'ai ça et ça comme ingrédient, je vais faire ça. C'est pas vrai, ça existe. Il n'y a pas de recette. Sinon, tout le monde aurait sa recette. Mais non seulement ça, mais c'est ce que je réponds tout le temps aux gens qui me posent la question. Je leur dis si vous avez la recette, moi je vous engage et je vous donne 50% de tout ce que je gagne. Et dans 2 ans, on s'achète toutes les îles des Bahamas. Vous avez peur du lendemain? C'est quelque chose qui vous angoisse ou alors non, ça viendra comme ça? À mon âge, oui, un peu, ouais. Oui. À mon âge, oui. À 20 ans, non. À 35, c'est différent. À 35, je suis passé par des moments où, entre 20 ans et 35 ans, pendant 15 ans, j'ai eu des moments où j'avais gagné beaucoup d'argent, que j'ai perdu parce que j'ai eu des procès, des trucs, des machins. Et puis qu'on vit à 20 ans quand on gagne des sous, je veux dire, on a envie de s'acheter une belle voiture, on a envie de faire l'affaire avec de jolies filles, on a envie de... Bon, il y a un tas de choses qui entrent en ligne de compte. Et au bout de 2 ou 3 ans, il ne reste plus rien. Alors à 35 ans, la peur du lendemain, je veux dire, la seule chose qui je dis pas qui m'inquiète. En réalité, je ne suis pas inquiété par grand-chose en ce moment parce que je suis complètement dans mon truc, dans ma tournée, dans la tournée de Patrick, donc je me suis concentré là-dessus. Mes itinéraires sont prévus 2 jours à l'avance, de façon à ne pas me planter, arriver à l'heure, etc. Et puis essayer d'être bien sur scène, que mes chaussures soient propres, que mon pantalon soit à peu près bon, et que vocalement je tienne le choc. Mes angoisses sont des angoisses peut-être d'après tout ça, c'est-à-dire si à 40 ans je me retrouve fauché parce que j'aurais fait des erreurs et sans métier, je pense que la reconversion à 40 ans c'est une chose horrible. Moi je suis très sensible par exemple au chômage des gens de 40 ans, des cadres. Un type de 25 ans qui est au chômage, je dis pas que c'est pas grave, c'est ennuyeux, mais un type de 40 ans il a le droit d'avoir un type de 25 ans il a le droit d'avoir des idées, d'avoir des initiatives. Un type de 40 ans c'est pas pareil. C'est un homme qui a déjà, je dirais, la moitié de sa vie derrière lui. Et
bon, on peut toujours avoir une idée géniale, mais là, je veux dire que le pourcentage de chance se restreint considérablement. Alors, ça fout un peu la trouille, quoi. Moi, j'ai pas envie, à 40 ans, de me retrouver sans un rond, de me retrouver tout seul, de me retrouver comme un connard, quoi. J'ai envie d'installer quelque chose maintenant. Maintenant, admettons qu'à 40 ans... Je suis très terrien, moi. Oui, vous pouvez faire autre chose que la chanson. Écrire pour certains. Ouais, j'ai pas envie de faire autre chose. Non, pour l'instant, j'ai pas envie de faire autre chose. Alors, peut-être qu'à 40 ans. Oui, il y a peut-être une reconversion possible par la suite. J'ai fait de la pub pendant des années pour gagner ma vie. J'ai fait de la pub. Et bien évident que la publicité, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent, qui vous permet de vivre. Mais quand c'est pas la finalité et que vous avez vraiment envie de faire autre chose, moi, ce que j'ai envie, c'est d'être sur une scène à Limoges devant 4000 personnes. Bon, il se trouve que ce soir, je suis sur une scène à Limoges devant 4000 personnes. C'est pas moi qui les ai emmenés, les 4000 personnes, c'est certain. Mais il y en a peut-être bien 100 qui sont venus pour moi. Ben, ces 100-là sont très importants. C'est capital pour moi, les 100 personnes qui sont venues là. Il ne faut pas les négliger. Non, mais je ne néglige pas non plus les 3500 autres, les 3900 qui sont venus. Au contraire, parce que je peux peut-être, ils peuvent peut-être dire, ah ben ce garçon finalement il a du talent, ou bien il chante bien, ou bien il est sympa, ou bien il a quelque chose. C'est pas un métier de pute que je fais, j'essaye d'avoir enfin de pute. Métier de pute. C'est pas du tout un assassinat de la prostitution. J'ai envie que ces gens-là partagent un petit peu ce que je fais pendant une demi-heure, quoi. Ou bien 40 minutes, enfin 30 minutes, je sais plus combien de temps ça dure. 25 minutes. Je sais pas combien de temps ça dure. Enfin, peu importe. Le principal, c'est d'y être et que ça se passe bien. Mais voilà les genres d'angoisse que j'ai. Ce sont pas des angoisses, mais ce sont des inquiétudes, des choses qui ne sont pas encore très vivaces. Vous avez aussi des tournées en discothèque? Non, j'en fais plus. Vous en avez fait? J'en ai fait. Et alors, c'est autre chose? Ben, c'est différent parce que c'est frustrant, parce qu'on n'a pas les musiciens, parce que... Oui, on est sur bande orchestre. On est sur bande orchestre, parce qu'on emmerde les gens, parce que... Bon, alors j'en fais quelques-unes de temps en temps, mais j'ai aucune honte à le dire, je le fais uniquement pour l'argent. Oui. Je le fais pour gagner de l'argent, parce que c'est de l'argent facile, enfin je dis pas facilement gagné, parce qu'il faut y aller, et puis il faut... Je veux dire, le fait de passer devant des gens, c'est comment expliquer? On se fait violer un peu quand même. Hein, il faut polariser les gens. Là, on fait un spectacle. Les gens sont venus pour vous écouter, pas pour danser. Il y a des musiciens, il y a des types qui jouent, il y a des gens qui partagent. Là, sur bande, je suis tout seul. Les musiciens, c'est ceux qui étaient au studio, donc ils sont en train de dormir pendant que je bosse. Moins d'improvisation. Voilà, alors je dis, je viens chercher de l'argent. Oui. Bon. Et puis, j'ai pas honte de gagner de l'argent. Et puis, merde. Et pourtant, bonjour, Alice Donna est passée dans une discothèque, bon, la souterraine, il y a une discothèque bien sympathique, et on y a vu Richard Anthony qui était près de son public, qui était à 60 cm du public, et ils avaient trouvé que c'était une autre expérience pas de la scène en définitive, mais du spectacle, et qu'il y avait quelque chose, ça apportait quelque chose, d'être près des gens. Donc ce n'est ni du spectacle, ni de la scène, c'est purement et simplement un divertissement. Peut-être. À la limite, je dirais que vous mettez 300 personnes dans votre salon et vous vous dites venez chanter et vous avez tant, ben pourquoi pas, c'est pareil. Oui. C'est pareil. Vous me dites venez chez moi avec vos musiciens et le matériel, tout ça, le machin, le camion, avec bon, vous ne pourrez pas le faire. Et moi je le ferai pas, je n'accepterai pas de le faire parce que il faut il y a des coulisses, il y a le trac avant, le machin, il y a tout, c'est complètement autre chose, c'est un autre monde. Oui. Et là, alors ça a du bon les discothèques parce que ça apprend, ça endurcit considérablement. C'est plus difficile. Il y a un mec en Bretagne, il m'a sorti un revolver quand même. Je veux dire. Ouais. Bon, je suis pas Mick Jagger. Bon, c'était un barjot qui avait bu trop de chouchen, qui était complètement défoncé, qui m'a sorti un pétard. Mais ce revolver, c'était un revolver. On s'est aperçu après. C'était un revolver d'alarme. Bon, mais il a failli prendre un coup de pied de micro dans la figure parce que moi, c'était peut-être mon 15e ou mon 20e truc en boîte de nuit. Et le type est arrivé devant moi et j'étais en train de chanter et je venais de décrocher le micro du pied et il balance le truc. Et j'allais lui mettre le pied de micro dans la gueule. Je ne suis pas un type violent. S'il m'avait fait ça à mon deuxième gala, je me serais couché par terre. Bon, pour vous dire que ça change un petit peu le tempérament des gens, on apprend un petit peu les ficelles. Ouais. Philippe Laville, merci de nous avoir consacré quelques minutes. On va voir Patrick Sébastien. Faites vite parce que vous êtes déjà à la moitié du spectacle. Bien, Attendez, on est en train de me poser une question. Oui, tout à fait. Bien, vous êtes demain, plus exactement aujourd'hui, le clignotant du Disco Club, puisque je présente cette émission, c'est le hit parade des discothèques de Limoges et de sa région. Et alors je suis le clignotant oui, tout à fait. Alors vous allez sûrement rentrer dans le hit parade, un hit parade de 20 titres. Avec quelle chanson? Avec Rio. Ah ben c'est très très bien ça. Après, il tape sur des bambous, alors je vais vous demander de présenter cette chanson pour qu'elle fasse une longue route dans ce hit parade.
Alors, paroles et musique, et puis lui d'accord. souhaiter un succès, l'a lancé en fait dans le Disco Club de Radio Porcelaine. Alors c'est toujours la même équipe Héron Barbelivien qui fait les musiques, et puis le même arrangeur, Claude Samar. Et puis c'est une bonne chanson, hein. Et puis je souhaite que beaucoup de gens dansent sur cette musique, et surtout que des gens se marient, enfin se marient en tout cas, vivent des petites choses. Voilà. Bien Parce voilà, qu'une chanson n'est valable que si elle rappelle des choses. merci de ces vœux et longue vie donc à cette chanson, Et Philippe. puis surtout longue vie à ceux qui... Tagada, poète, poète, boum, boum. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.